Eh bien bonsoir à tous, nous sommes actuellement en direct sur le Discord de Monsieur Bobine pour parler de la très satirique comédie La mort de Staline d'Armando Iannucci qui a fait l'unanimité dans l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment interagir à tout moment sur le salon général. Alors là, pour le moment, il n'y a personne, donc on est un peu tous les quatre à parler comme des cons, mais bon. Ce podcast sera aussi disponible sur YouTube, sur Mixcloud et sur ce nom de dieu de putain de bordel de merde, de saloperie de connard d'enculé de ta mère de logiciel, connu sous le nom d'iTunes. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'en profite pour faire 2-3 annonces de service. Vous avez peut-être remarqué qu'on a un peu cassé notre rythme d'un épisode toutes les 2 semaines. La raison, c'est qu'on bosse sur de gros épisodes et qu'on préfère passer un peu plus de temps pour peaufiner l'écriture. Par exemple, il y a celui sur la trilogie du Hobbit, écrit par Cyril, qu'on avait teasé dans l'épisode sur l'année 1999 et qui est toujours en cours d'écriture. Et d'ailleurs, à chaque fois que je croise Cyril, l'épisode grossit. Il y a un moment, il était question d'un double épisode et maintenant, je crois qu'il m'a parlé d'une trilogie. C'est foutrement méta. Il y en a un autre bien balèze aussi que je coécris avec le prolifique Johan Orzulik qui est venu grossir nos rangs à la fin de l'année dernière. Et en plus de ça, il y a 3 ou 4 scripts qui sont déjà terminés et qui traînent sur notre drive, donc rassurez-vous, on a de quoi s'occuper. Sinon, certains se sont plaints de la qualité de mon micro lors de notre précédent live consacré à Ready Player One. Donc c'est vrai que c'était bien dégueu, donc je pense avoir un petit peu résolu le problème. Je me suis plongé dans la plomberie, j'ai trouvé un moyen d'avoir un son pas trop dégueu, alors c'est sûr que c'est pas encore un podcast en Dolby Atmos, mais bon, ça devrait quand même aller. On a aussi essayé de résoudre les problèmes de lag de Discord qui sont extrêmement casse-couilles, donc je sais pas, on va voir si le son est plus stable ce soir. Et si jamais il y a des ingé-sons parmi vous, je dis pas non à quelques conseils pour améliorer le bousin. Donc voilà, ça c'est fait. On peut donc commencer à parler de la mort de Staline, et pour ce faire, j'accueille le camarade Aurélien Noyer. Et bonsoir. Le camarade Lucas Mario. Bonsoir. Et le camarade Antoine Verlet. Et Antoine. J'ai même vu, c'est pareil. qui fait une sieste. Dis bonsoir Julien, en fait. D'accord, ok. Donc on ne t'a pas entendu. Voilà, c'est parti. Ok, ça commence bien. Voilà, très bien. Donc pour commencer, Aurélien, est-ce que tu peux nous présenter un peu Armando Iannucci, le réalisateur de cette comédie ? Je pense qu'on allait plutôt commencer par présenter le film en fait. D'accord, vas-y, fous tout en l'air. Ouais, voilà. On peut présenter le film, pas de souci. Ouais, donc qui, comme son titre l'indique, parle en fait de la mort de Staline en 1953 et surtout de sa conséquence directe, qui est que les membres du comité central du Parti communiste d'Union soviétique vont chacun essayer de tirer la couverture à eux pour savoir qui sera le successeur de Staline et donc le grand maître de l'Union soviétique. Donc à la base, le film est adapté d'une BD française, Cocorico, qui s'appelle également La mort de Staline. Et donc pour adapter cette BD, les 2 auteurs ont globalement insisté en fait pour que ce soit Armando Iannucci, qui est un réalisateur et auteur britannique. Et voilà, je pense qu'on reviendra sur le pourquoi de Armando Iannucci, mais il me semble qu'Antoine voulait parler un petit peu justement des auteurs de la BD, voire de la BD elle-même. Alors oui, tout à fait. Du coup, la BD La mort de Staline, c'est une bande dessinée de Fabien Nury, et dessinée par Thierry Robin. Fabien Nury, c'est un scénariste de BD qui est vraiment excellent. Enfin, vous connaissez très probablement Tyler Cross, dont le dernier tome est sorti récemment. Il y a aussi une série que je trouve particulièrement excellente qui s'appelle L'or et le sang, qui est en 4 tomes, qui est un roman d'aventure, une bande dessinée d'aventure historique. Et c'est un mec qui est un peu spécialisé justement dans ce créneau récit d'aventure et ce genre de choses. Ok. Du coup, sur la mort de Staline, cette BD de manière je voudrais pas trop m'avancer en parlant du film, mais disons que la BD, si elle est satirique, reste d'un humour beaucoup plus et film quoi. Alors, il y a moins de punchline, on va dire. Pour le coup, j'ai commencé juste à lire en fait un tout petit peu en prévision du podcast parce que je l'ai vu il y a 2-3 jours et ça m'a pas semblé être, autant le film c'est évident que c'est une comédie malgré et autant la BD pour le coup m'avait l'air assez sérieuse en fait, beaucoup moins orientée comédie a priori. Disons que c'est plus digne et plus dramatique, mais c'est quand même, en ce qui me concerne, je pense que ça reste de la satire. Enfin, c'est sûr que quand on a vu le film, en ayant vu le film avant, par contraste, ça frappe par son sérieux, quoi. Mais j'ai pas tout lu non plus. Personnellement, ça reste quand même une BD pas mal
humoristique qui est en 2 tomes. Et s'il y avait il y a une autre inspiration, mais je souhaitais en parler après. Enfin, Lucas, tu veux nous dire ce que t'as pensé, toi, du coup, un peu du film ou... Oui, bah alors moi j'ai pas lu la BD, je connaissais plus ou moins, enfin j'avais plus ou moins entendu parler de ce qui s'était passé en vrai. D'ailleurs le film respecte pas exactement la chronologie, normalement ça se passe sur un temps un peu plus long en fait entre le début et la résolution. Alors ça, pour le coup, le film, c'est même dans la BD, c'est clairement dit que c'est une fiction qui s'inspire de faits réels, mais qui dramatise énormément aussi. Oui, voilà. Bah, après, c'est assez intéressant parce que y a quelques éléments réels qui sont, par exemple, est-ce qu'on spoil ou est-ce qu'on spoil pas? C'est la question. Oh bah, on est entre nous, on peut spoiler, hein, de toute façon. Bon, quand à l'exécution de Beria, par exemple, on le voit qui craque complètement, il commence à supplier, etc. En fait, Beria, il n'a pas été exécuté, enfin, il a été exécuté comme ça d'une balle à la tête, mais ça s'est passé sur un temps plus long, il y a eu un faux procès, ce genre de choses. Et on a des lettres de lui sur la fin, où on le voit qu'il perd de sa superbe, il commence à supplier, à être vraiment... Et ça, c'est ramené en une scène, dans le film, en un ou 2 dialogues. Et je trouvais ça assez intéressant, cette façon dont ça dialogue entre entre guillemets, la réalité historique et la réalité fictionnelle. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Après, le film en lui-même, il est magnifique, quoi. C'est du petit lait, c'est de la performance d'acteur pure. Il y a un côté très théâtral, d'ailleurs, je crois que c'est Beria, c'est un acteur shakespearien, celui qui joue Beria, j'ai pas les noms de cet acteur en tête. Simon Russell Bill. Oui. Effectivement, c'est un acteur de théâtre à la base. Voilà, et qui Il est excellent. Qui est vraiment, il est glaçant, il arrive à faire passer... Alors pour resituer... d'un certain côté, voilà, c'est le chef des services secrets staliniens, donc c'est quelqu'un qui... c'est un peu l'équivalent du chef de la Gestapo version nazie, tu vois. Mais il arrive à passer d'un côté débonnaire, presque sympathique, à quelqu'un de parfaitement glaçant, limite psychopathe, quoi. C'est ce qui rend le personnage vraiment plus glaçant. Enfin, dès le début, tu le vois en train de déconner avec ses potes, avec ses potes du bureau. D'ailleurs, la scène n'est pas dans la BD. Le repas avec Staline. Et voilà, le mec après il sort du repas, puis il va exécuter 2-3 mecs, il va discuter avec ses lieutenants. L'autre, quelle suceuse celle-là, en parlant des gens qu'il a torturé, violé, tout ça. Et là t'es ok, ok, ce sont des gens sympathiques. Donc oui, le côté. Ouais, vas-y Antoine. Je trouve que voilà, j'ai bien aimé. En fait, ce côté théâtral, c'est vraiment une certaine note d'intention, je pense, vu que le film s'ouvre dans un... Alors, en l'occurrence, c'est une pièce de musique, mais s'ouvre dans un théâtre. Je pense que c'est vraiment une volonté du film d'avoir ce côté, on met les acteurs en avant. Alors, la mise en scène est vraiment bien foutue, il y a une jolie photo et tout, mais c'est vraiment avant tout un film d'acteurs, quoi. C'est de dialogue et d'acteurs. Ils sont là, à chaque entrée d'un nouveau personnage historique, on sait que voilà, le meilleur étant Bukov qui explose l'écran comme il a explosé les défenses hitlériennes en 44. Joué par Jason Isaacs qui en jette. Et voilà, c'est assez qui prend beaucoup de plaisir. Hein. À côté de ça, il y a ce côté, on est dans un régime totalitaire, c'est-à-dire qu'on va passer du côté un peu déconnant, joute verbale, machin truc, oui, mais la réalité, c'est qu'on se prend une balle dans la nuque si on déconne trop. Et les ruptures de ton sont très très bien faites. C'est même plus insidieux que ça, parce que j'ai pas eu vraiment l'impression de rupture de ton, en fait. Tout est toujours un peu sur un ton satirique, même les choses les plus horribles. Ah non, moi j'ai trouvé qu'il y avait des vraies ruptures de ton pour le coup. Ouais, mais il y a pas de moment où t'es... Non, t'es pas dans la rigolade, mais le ton reste toujours malgré tout assez léger, et pourtant ce que tu viens de voir est d'une extrême violence, et je pense que ce décalage fait que ça multiplie finalement la violence. Il y a des éléments, notamment tout au début, ça commence par une séquence de... un truc tout bête, c'est qu'il y a un concert à Radio Moscou, et le directeur, à la fin du concert, reçoit un appel du Kremlin qui lui dit, ce serait vachement bien si vous pouviez faire un enregistrement du concert pour Staline. Et là, grosse panique, les mecs ont pas enregistré. Ils sont obligés de bloquer les issues, de demander à tout le monde de refaire le concert, de faire rasseoir les spectateurs, tout ça. Et je crois que le chef d'orchestre fait un malaise ou se pète la gueule parce qu'il y a trop de pression, il sait qu'il risque de crever.
Donc ils vont devoir aller en chercher un pendant des purges. On voit dans l'immeuble d'un autre chef d'orchestre, on voit plein de gens se faire arrêter comme ça. Ils vont soit se faire déporter, soit se faire tirer une balle dans la nuque. Et la première chose que le chef d'orchestre se dit, il dit à sa femme, dis-leur tout ce que tu veux. Voilà, il se croit condamné en fait. Il croit qu'il va au goulag. Donc c'est pareil, c'est des petites touches comme ça où t'as des choses très très dramatiques. Puis en fait, on lui ouvre la porte et s'il vous plaît monsieur, suivez-moi. Et puis en fait, c'est quelqu'un de très civil. Et pendant ce temps-là, on voit tout le monde se faire arrêter autour. Et voilà, il y a toujours cette espèce de décalage un petit peu, qui est humoristique, qui est écrit de façon humoristique, mais qui est vraiment glaçant en fait, tellement la situation est absurde. Ça m'a presque. Ouais, vas-y Antoine. C'est pour ça que j'ai pas un sentiment de rupture de ton justement, mais moi non plus. Il y a une dualité permanente dans chaque situation où, tout pourrait être horrible et drôle en même temps quoi. Il y a un petit côté Terry Gilliam à la Brésil, tu vois. Petit côté Brésil dans la fin où le régime est complètement absurde, mais en même temps le régime va te balancer des horreurs, torture, tue, mutile, viol et voilà. Ouais, ça existe principalement dans le personnage de Beria parce que c'est physiquement un personnage qui est un peu cartoonesque quoi. Et, au final, qui peut du coup sembler sympathique par moment sous cet angle-là, mais il l'est rarement quand même. Oui, non, sympathique, bon... c'est vraiment, le personnage est vraiment monstrueux, en fait. Je sais pas si sympathique est le mot, mais ouais. Je pense plus au personnage de Khrouchtchev qui, lui, attire un peu la sympathie et qui, pour le coup, le film est très ambivalent là-dessus. Volontairement, d'ailleurs. Le personnage principal du film, Khrouchtchev. Voilà, c'est donc joué par Steve Buscemi, qui est au début, est un petit rigolo, qui passe son temps à faire des blagues, et qui note en fait les blagues. Oui, c'est ça, c'est un petit rigolo. Ouais, mais il joue un rôle. Qui joue aux échecs, quoi. Ouais, mais ça aussi, c'est quasiment méta, parce que tous les acteurs finalement jouent le rôle de leur personnage, qui jouent eux-mêmes un rôle, qui surjoue même d'ailleurs, qui surjoue la tristesse quand Staline est mort et oui, c'est génial cette scène. T'as une espèce de surenchère dans tous les acteurs, tous les personnages qui essayent de trouver une expression plus déconfite que le précédent, quoi. Et comme Staline, en fait, c'est pissé dessus, donc il y a une grosse tache de pisse sur le tapis, donc à chaque fois qu'il Et à côté de ça, il y a ce décalage avec le personnage de Molotov, donc le ministre des Affaires étrangères, qui est joué par Michael Caine, qui pour le coup est sincèrement un fan de Staline et qui n'a jamais en fait cette espèce de duplicité contre tous les autres qui essaient en fait de manigancer pour atteindre le pouvoir, et lui est convaincu en fait que l'Union soviétique c'est le meilleur des régimes, que Staline est un grand homme et que sa femme était une traîtresse aussi. Que sa femme qui a été arrêtée sous l'ordre de Staline est vraiment une traîtresse et qu'elle méritait d'aller au goulag. Et disons qu'en fait ça fait partie des qualités du film aussi, d'avoir en fait cette espèce de personnage au milieu qui te fait te rendre compte de ce que peut faire un régime totalitaire à sa population, parce que lui c'est clairement, on va dire, la population qui a complètement avalé la propagande. Il est complètement aliéné. Et voilà, et qui est dans cette espèce de double pensée orwellienne en permanence, et qui est toujours prêt à se dire que Staline a fait des erreurs mais il avait toujours raison. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il incarne lui aussi finalement cette espèce de duplicité, parce que finalement quand il fait voter à un moment, il dit oui, alors on pourrait voter pour ça, mais finalement, et du coup ils savent plus, au bout d'un moment ils savent plus pourquoi ils votent en fait. C'est vrai qu'il les induit complètement en erreur, tout en étant finalement en essayant de trouver la ligne du parti. Mais il est toujours très sincère, quoi. Donc voilà. Pour moi c'est un peu justement l'illustration de ce qu'Hannah Arendt appellera l'homo soviéticus. C'est un homme qui est complètement qui est complètement formaté par le totalitarisme, et dont l'identité personnelle se confond avec celle de l'idéologie et du régime, quoi. Sauf que comme il n'y a plus d'idéologie, même le personnage, même lui, commence à plus savoir à quoi se raccrocher, quoi. C'est ça, c'est justement ce qui en fait un personnage tellement absurde, parce que le régime tel qu'il est présenté dans le film montre très vite ses limites et son absurdité, et justement, les seuls qui réussissent, c'est ceux qui réussissent à être plus cyniques, et c'est les arrivistes qui comprennent plus rien, quoi. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que lui, c'est le seul à être véritablement sincère, et dès le début, on nous annonce que Staline l'a mis sur une liste. Oui, c'était le... qu'il aurait dû être arrêté et probablement exécuté sous ordre de Staline si Staline n'était pas tombé dans le coma. Est-ce qu'il ne serait pas temps de raconter la première blague soviétique de la soirée ? Est-ce que c'est vraiment obligé ?
Non, mais elle est bien celle-là, elle est bien. Donc c'est Staline qui est au Politburo et les membres s'empressent de lui demander quelle politique mener. Bon, répond Staline, il faut fusiller la moitié du gouvernement et peindre le mausolée de Lénine en vert. Pourquoi en vert demande quelqu'un. Je savais bien qu'il y ait sur le premier point, il n'y aurait pas de question. Okay. Alors, sinon, les blagues sont vraiment pendant l'Union soviétique. Voilà, Oui, non, mais merci Mika. Justement, il y a quelque chose qui est dans la BD qui n'a pas été gardé dans le film, c'est qu'il y a il y a ce genre de blagues que les gens se racontent justement dans la BD. Après, dans le film, justement, ils n'ont pas eu besoin de les mettre parce que chaque situation et chaque réplique est une blague en puissance, quoi. Donc ils n'ont pas eu besoin de surenchérir là-dessus, mais voilà, enfin c'est quelque chose qu'il y a effectivement dans la BD. Bon, et si tu nous parlais un peu du réalisateur. Ouais. Oui. Oui, donc c'est ça. Donc comme je disais un peu avant, en fait, Armando Iannucci, qui est un auteur et réalisateur britannique, avait été expressément demandé par les auteurs de la BD pour réaliser cette adaptation, et sachant que Iannucci était à l'époque en train de travailler sur la 4e saison de VIP, il leur a demandé d'attendre, ce que les auteurs ont accepté. Et donc Iannucci s'est mis au film après avoir quitté VIP. Mais à la base, donc, c'est surtout un présentateur britannique qui a commencé sa carrière dans les années 90 en écrivant des petites émissions de radio ou en présentant. Et une de ses premières créations, ça a été le personnage de Alan Partridge, incarné par Steve Coogan, qui est devenu avec le temps une espèce de personnage culte au Royaume-Uni, une espèce de présentateur de radio relativement crétin et bof et très imbu de sa personne et parfait pour la personnalité de Steve Coogan, quoi. Ouais. Et donc ça c'était dans les années 90 où Iannucci a commencé à se faire connaître avec ça. Et puis ça a été surtout en milieu des années 2000 où il a commencé à développer une série qui s'appelle The Thick of It, ce qu'on pourrait traduire par le feu de l'action, qui suit le quotidien en fait d'un faux ministère britannique. Donc où on suit en parallèle les fonctionnaires qui y travaillent, le ministre qui est bien souvent incompétent et essaie de se débrouiller plus ou moins comme il peut face à une presse et à une opinion publique qui ne sont pas forcément favorables. Et c'est lors de cette série que Iannucci va créer le personnage de Malcolm Tucker, qui est incarné par Peter Capaldi, qui est le directeur de la communication. Voilà, ancien Doctor Who maintenant. Oui, ancien Doctor Who. Donc Malcolm Tucker, qui est le directeur de la communication du gouvernement, ce qui dans les faits en fait fait de lui la personne qui va voir tout le monde pour leur dire, quoi faire, comment se comporter. C'est le spin doctor du gouvernement britannique, et donc c'est une espèce d'ogre tyrannique qui peut débarquer chez n'importe quel ministre à n'importe quel moment et le pourrir d'insultes, comme rarement en fait des personnes de son rang là ont été insultées. Comme son Doctor Who en fait. Puissance 1000. Ok. Tu m'intéresses. Un peu moins PG que le Doctor Who. Les insultes de Malcolm Tucker, c'est du petit lait pour n'importe qui veut écrire des insultes. Enfin, je veux dire, mis à part Audiard à son plus haut niveau, je vois pas grand équivalent en France, quoi. En plus, Audiard n'avait pas d'acteur qui parlait avec un accent écossais, quoi. Donc, ouais, c'est pas faux. Je pense que ça joue énormément. Et dans La mort de Stein, pardon, excuse-moi. Oui, non. Ce que j'allais dire, c'était que donc à la base, il y a eu 4 ou 5 saisons de The Thick of It, avec au début on suit vraiment un ministère, puis on commence un peu plus tard on suit le gouvernement en entier, puis ensuite le gouvernement et l'opposition, et pour finir en fait Iannucci a écrit In the Loop, qui est une sorte de spin-off de The Thick of It, où on retrouve le personnage de Malcolm Tucker, toujours incarné par Peter Capaldi, globalement les mêmes acteurs que dans The Thick of It, mais dans des rôles différents, mais officiellement différents, c'est-à-dire qu'ils ont des postes différents, ils ont des noms différents, mais ils ont des rôles relativement similaires, et on retrouve déjà en fait une caractéristique de
de l'œuvre de Iannucci, qui est que la gueule des acteurs, leur façon de se comporter, sont vraiment liés à leur personnage, et permet comme ça en fait à Iannucci d'avoir un côté à la fois assez écrit sur ce qui va se passer, mais de laisser ses acteurs improviser une fois qu'ils sont accaparés leur personnage, et de vraiment Lucas parlait d'un film d'acteur pour la mort de Staline, mais ça s'applique aussi à The Thick of It ou à In the Loop, où tu sens vraiment qu'Iannucci a laissé ses acteurs s'imprégner de leur personnage et leur laisse relativement pas mal de liberté si on a envie de rajouter une réplique, et pourquoi pas, et si à la fin elle est bonne, quitte à ce qu'il y ait parfois de la cacophonie, ça rajoute au réalisme en fait des situations. Et alors en fait, j'ajoute juste qu'entre temps il a créé VIP, qui est une sorte de transposition de The Thick of It aux États-Unis. C'est centré sur le personnage de Julia Louis-Dreyfus, qui, comme l'indique le titre de la série, est vice-présidente. T'as pas de personnage qui soit l'équivalent de Malcolm Tucker vraiment, mais il y en a un, je sais plus son nom, mais il est assez secondaire. C'est un député qui passe tout le temps qui passe régulièrement pour pourrir d'insulter les gens. T'as l'équivalent de ça avec le personnage de Zhukov, qui est joué par Jason Isaacs dans la mort de Staline. Qui justement une espèce de mal alpha qui dès le premier plan qu'il présente, on le voit justement entrer dans une pièce comme tu vois le mec qui s'impose. Oui. Bah, il est au ralenti, il est bardé de médailles, ça brille. Oui. Il y a ce moment où il enlève, parce que tous les personnages sont présentés par une petite séquence au ralenti avec leur nom, qui représente un petit peu le personnage, et quand du coup comment Isaac arrive à l'écran, il enlève sa veste au ralenti, donc vraiment sur son torse on voit toutes ces médailles qui rebondissent, et là on dit oh là là. Et donc effectivement il a ce rôle de mal alpha avec sa balafre en plus. Ouais. Sachant qu'après le personnage de Malcolm Tucker est moins dans le fait de s'imposer physiquement. T'as plus l'impression en fait d'un roquet qui à force en fait de violence verbale se met à faire peur, parce que Peter Capaldi, c'est Peter Capaldi, il est pas impressionnant physiquement, mais au bout d'un moment en fait, quand il commence à faire son regard de toi, t'es mort demain et tu vas passer dans un broyeur à viande, même si physiquement il n'en impose pas. Ouais, au bout d'un moment, ça commence à faire peur. Genre quand ça fait 30, 40, 50 secondes, une minute que tu te fais avoir d'insultes face à un mec qui a un regard de tueur, tu commences à te demander si c'est vrai ou pas. C'est les fameux sourcils de combat, quoi, comme dans Doctor Who. Ouais, c'est ça. Mais en pire, quoi. Mais en pire. Et en fait, ce qu'on peut aussi tirer comme raison pour lesquelles les auteurs de la mort de Staline ont pu vouloir Iannucci pour adapter leur BD, c'est qu'en fait Iannucci, alors je connais moins VIP que Thick of It, mais a quand même une approche très terre à terre en fait de la politique. Pour lui, la politique, c'est essentiellement des gens qui sont complètement dépassés par leur fonction. Il y a une approche de la politique qui est complètement à l'opposé de ce qu'on peut voir dans The West Wing ou même dans House of Cards. C'est genre tu vas jamais avoir en fait de génie du mal super intelligent qui fait des espèces de parties d'échecs avec ses adversaires. C'est juste tout le temps des gens. C'est des incompétents, quoi. C'est des mecs qui pensent vraiment qu'à leur gueule, et des œufs en permanence. Ils ne savent faire qu'une chose, en fait, c'est se placer par rapport aux autres, mais absolument pas gouverner. D'ailleurs, dans la mort de Staline, on les voit jamais gouverner, en fait. Ils prennent jamais aucune décision qui n'est pas finalement orientée politiquement par leur soif d'ambition, quoi. Que ce soit Khrouchtchev se présente un moment comme un réformateur, mais en fait il le dit c'est moi le réformateur, mais il le dit presque par jalousie par rapport à Beria qui lui coupe l'herbe sous le pied. Voilà, qui lui coupe l'herbe sous le pied. C'est un moment Beria arrête les arrestations qui terrorisent le pays en fait, donc il a décidé d'arrêter les arrestations et d'amnistier en fait les prisonniers. Et en fait quiconque fait ça attire forcément les faveurs du public, enfin j'allais dire de l'électeur, mais non en fait du peuple. Et du coup, en fait, Khrouchtchev est fâché que Beria fasse ça, mais pas parce que il s'en fout en fait finalement du peuple lui aussi. C'est qu'on nous le présente comme un personnage sympathique, mais tout du long en fait on nous rappelle que c'est aussi un carriériste, que c'est aussi un type qui a énormément de casseroles au cul et qui au final devient un dictateur comme les autres, quoi. Et c'est ça, c'est tous des tacticiens finalement, ils prennent pas de décision. Politiciens tous pourris.
Pardon. Et oui, ma bonne dame. Hein. Mais oui. Après, faut nuancer un petit peu, je pense, pour The Thick of It, dans la mesure en fait où dans The Thick of It, c'est pas que les politiciens sont juste complètement incompétents, c'est pas des idiots. C'est juste qu'à un moment, en fait, tu te rends compte que les enjeux et les tâches sont tellement complexes que quelque part tu te dis, oui, mais en même temps, je ferais pas mieux, quoi. C'est aussi ça, quoi. C'est que tu vois les personnages de The Thick of It, te dis, c'est pas des gens bêtes. C'est aussi que, au moment, c'est compliqué à gérer tout ce merdier et c'est normal que quelqu'un soit dépassé. Et ça, c'est plus en fait un moyen de ne pas glamoriser la politique plutôt que de la dégrader vraiment. Enfin, en tout cas, dans The Thick of It. Mais justement, je pense à In the Loop, le titre chronique du film. Yanucci expliquait justement que In the Loop, c'est une expression qu'on pourrait traduire par dans la confidence, quoi. Dans la boucle. Quelqu'un qui a, ouais, dans la boucle, quelqu'un qui a les infos. Et alors qu'en fait, tous les personnages, c'est des gens qui sont systématiquement largués par les événements. Et il y a quand justement tu dis nous-mêmes, on pourrait pas faire mieux. C'est justement ça que ça nous montre. Ça nous montre l'envers du décor. Ça nous montre ce qui se passe quand on se rend compte que c'est tous des personnages qui essaient de se démerder avec les infos qu'ils ont et de faire semblant d'avoir une longueur d'avance sur les autres, alors qu'en fait ils sont tout aussi dépassés que nous, quoi. Et justement, on retrouve très bien ça dans La mort de Staline. Et je pense à cette scène où il y a Beria, parce que Beria a chopé des dossiers dans la chambre de Staline, puisque c'est le premier à l'avoir découvert quand il est tombé en coma. Après, il va menacer tous les autres membres. Ils se regardent tous et ils sont tous absolument dépassés par la situation. Et c'est une manière de voir la politique qui est très proche de ces autres séries, quoi. Oui, mais c'est ça qui est, je pense, intéressant vis-à-vis globalement de l'ensemble de sa carrière, de sa façon de voir la politique. C'est aussi de montrer comment, en dehors en fait de la représentation classique des séries politiques, comme je parlais tout à l'heure de The West Wing ou House of Cards, où t'as des personnages qui sont quasiment omniscients. Alors, la meilleure actuellement, excuse-moi, mais c'est quand même Designated Survivor avec Kiefer Sutherland, qui est une espèce de version de 24 heures chrono, mais avec Jack Bauer dans le rôle du président. C'est absolument génial. Enfin là pour le coup au second degré évidemment, mais c'est vraiment extraordinaire. Voilà, excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que souvent en fait, ça vient aussi en fait de l'écriture des séries politiques, où tu dois avoir en fait une intrigue qui se suit très linéairement. Et donc tous les personnages doivent être plus ou moins au courant de ce qui se passe. Et donc les personnages s'expliquent quasiment constamment ce qui se passe pour aussi l'expliquer au public. Et donc tout le monde est au courant de à peu près tout. Et d'où cette espèce de partie d'échecs où tout le monde sait ce que fait les autres. Or je pense que Yanucci, donc qui notamment sur The Thick of It, avait demandé à on va dire du personnel politique en fait de le conseiller sur certains aspects de l'écriture. Je pense que c'est vraiment un point sur lequel il insiste beaucoup, le fait que non, les politiques ne savent pas à tout moment ce que font et ce que savent leurs amis, leurs ennemis, leurs opposants, et que donc en fait c'est des gens qui se débattent un peu chaque fois dans leur bulle, et ce qui pour le coup donne en fait des situations très drôles, parce que à partir de là, tu vas pouvoir laisser tes acteurs improviser et jouer sur les réactions quand ils vont apprendre quelque chose qu'ils savaient pas, mais qu'ils vont apprendre par un personnage au détour d'une phrase, et ça va complètement bousiller ce qu'ils pensaient. Dans La mort de Staline, c'est même carrément, ça donne des situations carrément cartoonesques, parce qu'on les voit carrément faire des courses. Il y a des moments où ils sont en train de comploter dans une espèce de forêt à un moment, et il y a la fille de Staline qui arrive. Et en fait, tous les personnages veulent s'attirer des faveurs. Donc il y a deux clans. Il y en a un monté par Beria qui est en train de comploter avec un autre membre du Politburo. Avec le successeur officiel de. Oui, voilà. Enfin, celui qui fait l'intérim. Joué par Jeffrey Tambor, qui est extraordinaire aussi. Hein. Qui est absolument magique. Hilarant là-dedans. Un type qui ne comprend rien. Il comprend rien à ce qu'il fout là. 2 heures de retard sur tout le monde. Ouais. Il est extrêmement drôle. Et du coup. Il a toujours l'air vraiment très mou dans la manière dont il parle. Et,
On a l'impression qu'il est toujours très en retard sur les autres, quoi. Et du coup, dans cette forêt, t'as aussi, comment il s'appelle, Steve Buscemi, donc Khrouchtchev, qui est en train de comploter aussi, en train de se dire, il veut le pouvoir, enfin. Donc tout le long du film, c'est Beria et Khrouchtchev qui se tirent vraiment la bourre. Et à un moment, ils vont voir la voiture arriver de la fille de Staline, ils vont tous les deux courir, mais littéralement faire la course en fait. Et il y a pas mal de scènes comme ça, on les voit même en bagnole, toujours avec vouloir être les premiers derrière le convoi de funéraire avec Staline, où on les voit tous courir dans leur bagnole pour finalement arriver le premier. La scène de la voiture est très drôle, filmée du dessus, où on voit les manœuvres pour arriver à être premier, c'est extrêmement drôle. Il y a plein de petits moments comme ça où vraiment on plonge totalement dans l'absurde, on est du Monty Python. Et la scène qui suit juste après cette scène, par contre, elle est mais absolument... ça commence presque en comédie musicale, c'est-à-dire il vide l'appartement de Staline, enfin la doucha de Staline, Tatcha, ouais. Tatcha. Et petit à petit, on se rend compte qu'il vide pas que les meubles, il vide aussi les gens, quoi. Encore une fois, Lucas parlait de rupture de ton, mais ça reste quand même toujours sur un ton très satirique. Ah ouais, parce qu'en plus, genre, il y a le dernier coup de feu qui sert vraiment de point final à cette séquence. Oui, qui est très drôle, mais enfin qui est drôle. Ouais, t'as un point de vue du camion qui part et du coup tu vois les deux. Tu vois les deux officiers du NKVD qui on voit restent. Un camion en fait avec des gens du petit personnel qui part et tu supposes qu'ils vont au goulag. Donc la caméra suit le camion et tu vois les deux officiers en fait qui les ont enfermés, qui se tiennent en disant voilà, le travail est bien fait. L'un des officiers sort son flingue et tire dans la tête de l'autre en fait. Et je dis voilà quoi. Et juste avant, t'avais la petite bonne qui doit avoir 15 ans, qui est à côté de Beria, et tu vois Beria qui la regarde. De toute façon, mais qui est mise dans sa voiture par qui déjà? Enfin, en tout cas, c'est un cadeau à Beria qui est une ordure. D'ailleurs, enfin, pareil, on spoil encore une fois. De toute façon, il y a personne nous écoute là, qu'on peut spoiler. Bonjour à Majorton et Spike, qui sont les deux seules personnes à nous écouter ce soir. Coucou. Le podcast après. C'est ça. Et en fait, c'est qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, à la toute fin, ils accusent Beria d'avoir même violé des gamines de 7 ans. Ils sont c'est une honte. Alors que les mecs, ils lui offrent littéralement des meufs en cadeau, quoi, tout le long du film. Donc c'est vraiment une espèce d'hypocrisie comme ça qui est à la fois traitée sur un ton très comique, mais c'est horrible en fait. C'est vraiment des monstres. Et c'est ça, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup cette scène du procès avec des gros guillemets de Beria parce que, elle est vraiment extrêmement sombre. Enfin, à la fois, il y a un côté cathartique parce que t'es genre, ça a été un sombre connard du début à la fin. T'es content de le voir tomber, t'es content que les autres réussissent. Mais en même temps, t'as aussi limite pitié pour lui parce qu'il y a énormément d'hypocrisie dans les accusations qu'ils font et choses comme ça. Tout est prétexte finalement. Et il me semble que c'est un plan assez long d'ailleurs et c'est pas mal délayé, quoi. Et ça pour le coup j'avais trouvé ça pas mal. Ouais, et puis après il y a quand Beria se fait tuer, je pense que c'était un clin d'œil qui était peut-être pas très subtil quand Khrouchtchev dit I will bury you. Et justement la référence à la célèbre phrase de Khrouchtchev qui disait We'll bury you. C'est un clin d'œil prémonitoire, on va dire. D'accord. Mais après ce qui m'a pas mal amusé dans la mort de Staline par rapport à fait d'avoir cette espèce de faire le lien entre donc les offres précédentes de Yanukovych qui étaient pour le coup centrées sur, on va dire, la démocratie libérale puisque ça se passait dans les gouvernements britanniques ou américains, c'est de voir en fait les différences et les similitudes de jouer là-dessus. Et typiquement donc ce que Julien, je crois que c'était Julien qui l'évoquait, en fait le film débute sur un repas avec Staline et va dire les autres protagonistes, donc les autres membres du comité central. Et à un moment, Khrouchtchev à la fin du repas explique à un autre membre, je sais plus lequel, que en fait dès qu'il rentre chez lui, même s'il est complètement torché, il raconte en fait, le repas à sa femme, qui note en fait toutes les blagues qu'il a faites et qui note la réaction de Staline pour savoir si Staline a ri ou pas. Et donc du coup, si le lendemain il risque d'être en danger pour avoir dit tel truc, ou si tel truc a fait plaisir à Staline, donc il pourra le redire plus tard parce qu'il sait que ça fait rire Staline. Elle est vraiment très bien faite cette scène parce qu'en fait ça va vraiment au tout début t'as vraiment l'impression d'avoir sincèrement une bande de potes qui dirigent un pays.
c'est la fin de Ready Player One, tu vois, c'est les 5 mecs qui sont là, ouais, ça y est, on est les meilleurs potes du monde et on dirige l'Oasis. Et donc là, ils sont en train de déconner entre eux. Oui, désolé. Bah quoi, ça se termine sur un gouvernement fasciste, non, Ready Player One, excusez-moi. Pardon. C'est ça, ils ferment le goulag les mardis. Donc, on a vraiment l'impression qu'ils sont sincèrement en train de s'amuser, qu'ils s'entendent tous très bien et ils sont en train de parler à Staline presque d'égal à égal. Et donc, la première impression qu'on a, sans même avoir leur nom, c'est-à-dire qu'ils sont présentés comme ça, sporadiquement, en fait, dans la scène. Il y a Beria et Khrouchtchev, mais les autres, on ne sait pas vraiment encore qui ils sont les uns par rapport aux autres. Et c'est au moment où ils vont sortir du repas, quand ils disent au revoir notamment à Molotov, du coup, donc joué par Michael Palin, qui se barre, et il se retourne vers Beria, lui dit au revoir, et il lui dit au revoir à jamais, un truc comme ça, quand il est parti au loin et qu'il ne l'entend plus. Et les autres se retournent vers lui et il lui dit bah oui, il est sur une liste, sur la dernière liste. Et donc ils se regardent tous, et là en fait tu te rends compte que même eux, qui sont à la tête du pouvoir, qui sont dans les petits papiers de Staline, même eux risquent de crever. Et c'est là où Khrouchtchev dit à je ne sais plus quel autre membre, si jamais t'as un problème, fais noter par ta femme en fait toutes les blagues ou tout ce que tu fais pour que ça plaise à Staline en fait. Et ils sont tellement dans cette espèce d'idée de plaire constamment à Staline que même quand Staline est mort, en fait, il continue à essayer de plaire à Staline alors qu'il est mort, quoi. Mais sachant qu'en fait, dans cette scène, il y a un moment, même avant ça, en fait, où tu sens la tension, c'est quand Malenkov, donc qui est le numéro 2, quoi. Ouais, le numéro 2, en fait, le successeur désigné de Staline, oui, en fait, évoque un ancien membre du comité qui a été purgé, et d'un coup tu sens que Staline se braque, genre tu veux des nouvelles de machin, ouais. Bah écoute, si tu vas le rejoindre, ça peut s'arranger. Il a oublié en fait, il a oublié qu'il était assassiné. À un moment on dit putain, mais je sais même plus qui est encore vivant, qui est assassiné ou qui est déporté. Ouais. Il le vanne à la fin, en sortant en mode ah ouais, et puis Trotsky, on a des nouvelles dessus. Et le tsar, il me manque. Ouais. Mais du coup, ça, ce qui est assez rigolo de faire le parallèle, c'est que tu vas avoir à peu près les mêmes problématiques dans les autres séries, enfin les autres œuvres de Iannucci, mais ça va être pareil par rapport à une petite phrase en fait qu'un politique a sorti, et si ça tombe dans la presse, ça va lui bousiller sa cote de popularité, ou ça va lui faire un mini scandale parce que soit c'est pas dans la ligne du gouvernement et il risque de devoir démissionner, soit les journalistes vont lui tomber dessus parce qu'il a le tel ministre a encore dit une connerie, etc. Et je pense qu'en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles les auteurs voulaient Iannucci, c'est que il arrive très bien à jouer sur la question de ce qu'un politique peut ou ne pas dire, et c'est à peu près quelle que soit en fait la situation, que ce soit dans un régime de démocratie libérale ou dans un régime totalitaire, il y a toujours en fait cette espèce de tension sur des personnages qui disent des trucs qu'ils devraient pas dire. Après, parce que parce que ça se fait pas, quelle que soit la raison. Vas-y Lucas, tu voulais dire quelque chose? Après, les conséquences sont pas les mêmes. Ça, c'est intéressant la façon dont. Après, j'ai pas regardé. Ah non, les conséquences dans Zotlekovic. Pas fusillé dans VIP non plus. Ouais. Voilà. tu risques pas ta vie en fait. je précise, voilà. Tu risques ta vie politique, mais pas ta vie ni celle de tes proches. C'est ça que pour moi la mort de Staline c'est vraiment une allégorie quoi, qui est poussée à fond, et le rapprochement est forcé par le fait qu'ils ont choisi des acteurs anglo-saxons, et ils leur font tout le temps faire des références, culturellement ils citent tout le temps des acteurs américains, anglo-saxons, ils parlent de Judy Garland, Boris Karloff, Abbott et Costello et trucs comme ça. Ils regardent un western de John Wayne. Ouais, il y a ça aussi quoi. Et pour moi justement, même le côté film de potes au début, c'est justement pour forcer le rapprochement quoi. Et il y a même un côté un peu film de mafia. Ça m'a évoqué par moments Goodfellas. Tu vois, quand ils sont encore, quand tout va encore bien, tu vois, au début du film, pendant le Rise. C'est ça. Oui, c'est. En tout cas, le repas du début, il y a vraiment ce côté-là, oui, mafieux qui. Côté mafia, tout du long même, genre des règlements de compte, une espèce d'omerta et des trucs comme ça. J'ai pas vu ça comme ça, mais ouais. Il y a très peu de plans qui sont censés donner de l'empathie, même pour le peuple, en fait. C'est que tout est vraiment extrêmement
On reste vraiment qu'avec ces personnages-là, qu'avec leur approche du pouvoir, et les rares fois où on voit le peuple, c'est juste pour montrer les conséquences des décisions, mais finalement on a... Ouais, c'est ça. Mais au final, la seule personne pour qui on a limite un vrai moment qui est fait pour avoir de l'empathie, c'est Beria. Et c'est assez paradoxal, ouais. C'est assez paradoxal, ça joue un peu sur le côté, ok, c'est un salaud, mais le seul personnage pour qui vous avez eu un peu d'empathie, ce sera lui, tu vois. Surtout qu'en fait, le seul personnage qui avait un peu notre empathie jusque-là, c'était Khrouchtchev, qui représentait un peu le mec, un peu comme il se présente à un moment d'ailleurs, il dit je suis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moi le progressiste. C'est moi qui veux réformer, en fait, qui veut faire revenir les évêques. À un moment, il parle de la religion, il fait revenir les évêques, alors qu'il peut pas les blairer, tu vois, juste parce que finalement, ça correspond peut-être plus à un idéal. Mais au final, c'est lui qui va prononcer la sentence, c'est lui qui va balancer cette espèce de procès hyper hypocrite, et finalement, effectivement, on va avoir de la pitié pour un monstre total qui se retrouve face à l'hypocrisie de ses collègues, quoi. C'est un bon résumé de ce qu'a été le pouvoir de stalinisme. De Khrouchtchev. Non, de Khrouchtchev. C'est-à-dire qu'il s'est présenté le 20e congrès avec le dénonciation des crimes stalinistes, etc. Et derrière, à côté de ça, quand même, c'était pas non plus, c'était pas la fête, quoi. C'est lui qui a réprimé les pays de l'Est, la Hongrie, tout ça, c'est lui. Donc il y a ce côté-là, voilà, je me présente comme un réformateur, comme quelqu'un qui, encore une fois, ils arrivent à bien jouer entre la réalité historique et ce qui monte dans le film, c'est-à-dire qu'ils font des condensés d'une certaine vision qu'on peut avoir de ces personnages. Et voilà, Khrouchtchev, c'est vraiment ça, c'est le côté je me présente comme le réformateur, la déstalinisation, etc. En fait, à côté de ça, je réprime les Hongrois et les Tchèques dans le sang. Mais ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui est différent dans la BD. Donc, dans le film, en gros... Khrouchtchev fait tomber Beria en quelques jours. Ça se finit, le film se finit quasiment le jour des funérailles elles-mêmes. Alors que la BD précise bien que après les funérailles, donc Khrouchtchev arrive à rallier les autres à sa cause, à leur dire on va faire tomber Beria. Et à partir de là, la BD dit clairement que il y a eu 3 mois pendant lesquels ces gens-là ont commencé à faire des listes de tous les supports de Beria, donc que ce soit les membres du NKVD ou de la bureaucratie soviétique, et que donc c'est 3 mois plus tard, une fois qu'ils ont la liste de tout le monde, qui dégomme Beria, et que derrière il y a une purge énorme pour vider tous les soutiens pour isoler Beria, quoi. Et ce qui n'est pas montré dans le film, mais qui est plus suggéré par la violence en fait de la scène du faux procès. Ouais. Et d'ailleurs, même la fin, pour revenir sur Khrouchtchev, même la toute fin du film renvoie immédiatement au plan du début. En fait, on finit pareil dans un théâtre avec un concert. En fait, pour nous dire, voilà. Sauf que là, il est présent dans la salle, mais bon, c'est la même merde, quoi. On revient à peu près. Et juste au-dessus, il y a Brejnev. Oui, qui le regarde et qui le regarde avec ses gros sourcils. Dans le plan à la fin, avant de voir Khrouchtchev, on voit son portrait, comme on voyait justement le portrait de Staline au début, avant de le voir, quoi. Donc ça montre bien, que ce personnage qui jusqu'ici était, effectivement le réformateur, on le voyait avoir de l'empathie pour Olga Kurilenko et des trucs comme ça. Et, il avait aussi une certaine faiblesse et une certaine gaucherie qui le rendait assez sympathique, quoi. Le fait que ce soit devenu un homme de pouvoir, finalement, ça détruit tout ça, quoi. En plus, effectivement, de l'hypocrisie qu'on avait vue pendant le procès. Après, c'était Khrouchtchev avec la réputation d'être un idiot. C'était ce qui se disait dans le peuple, quoi. On le vannait sur le fait qu'il était complètement con. En même temps, c'est le rôle qui se donne au tout début du film. Hein. Il joue le type complètement débile. D'ailleurs, même, on voit Staline dire « Ah, this guy !» genre « ce mec, il est pas possible, quoi !» Parce qu'il passe son temps à faire des conneries, sauf qu'en fait, on voit que c'est un calcul, même politique. C'est juste une manière de passer pour le petit rigolo pour éviter de finir au goulag lui aussi. Si je peux raconter encore une blague... Vas-y, allez. Elle est à propos, pour le coup. C'est dans la rue, après l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev, il se dit cet homme-là... j'ai un cousin qui avait dit que Staline était idiot, et on l'a fusillé dans la nuit. Moi j'ai un cousin qui a dit que Khrouchtchev était idiot, il a pris 8 ans de prison, parce qu'il a révélé un secret d'État. Oui. Non, moi je valide, j'aime bien. D'accord. Merci. Entendez, bon public. Voilà.
Mais après, oui, quelque chose que je trouve aussi vachement bien foutu, que ce soit dans la mort de Staline ou dans The Thick of It, je connais moins VIP, mais c'est la capacité de Yanucci à finalement faire très peu d'exposition telle qu'on l'écrirait dans un scénario classique et d'impliquer directement le spectateur dans une situation où au début tu es un peu largué parce que tu connais pas les personnages. Et c'est vraiment progressivement que tu commences à uniquement avec les interactions entre les personnages et à la façon dont ils jouent et à la façon dont ils se répondent que tu commences à voir se dégager les dynamiques de qui fait quoi, parce que typiquement des gens comme donc Jeffrey Tambor qui joue Malenkov, tu pourrais le mettre en fait, transposer en fait son rôle dans n'importe quel groupe social. Tu saurais que lui, voilà, c'est l'espèce de chiffre-molle qui suit les autres et qui devrait pas avoir le pouvoir. Rien que physiquement, rien que sa diction, t'as pas besoin d'autre chose, quoi. Et je trouve qu'en fait, je pense que c'est une décision, c'est presque une méthode en fait de la part de Yanucci de s'appuyer sur vraiment le physique et le jeu des acteurs plus que sur leurs paroles. C'est-à-dire que les paroles vont rajouter une couche d'information et surtout d'humour, mais de faire passer énormément d'informations par les acteurs eux-mêmes. Et en quelque part, quand tu parles de politique, c'est aussi intéressant de ramener justement un domaine où tu te dis théoriquement c'est les idées et les mots qui priment. Et en fait, sa vision à lui, manifestement, non, c'est les corps, quoi. Ouais, c'est les corps qui priment en politique et c'est pas les mots. Corps en mouvement. J'allais le faire. C'est pour ça à la fois que je trouve que le casting est assez malin, justement. Tu disais Jeffrey Tambor qui est qu'on sent assez faible et toujours à côté de la situation et tout. Pour venir à ce que j'estime être vraiment la limite du film, même si voilà quoi, il en pâtit pas non plus trop. C'est que il y a beaucoup, ça joue énormément sur le physique des personnages, tout ça, mais la mise en scène met pas forcément suffisamment les situations en valeur. Justement, il y a des moments, je trouve, de vision chorale et que ce soit dans le conseil ou bien le moment où il porte le cadavre, je trouve ça peut-être un peu brouillon et je trouve que ce soit dommage que soit pas forcément optimisé par la mise en scène, mais que ça ait plus, mais que ça a un peu trop l'air chaotique, quoi. Puis le fait que ça change un peu gratuitement de la caméra à l'épaule à des moments filmés au pied, ça fait, pour le coup, c'est le côté télévisuel qui ressort et je trouve ça un peu dommage, mais après ça gâche pas le plaisir, mais voilà. Ça m'a pas tellement dérangé, je sais pas, après je trouve que le montage rattrape pas mal de choses. Quoi, mais... T'as un montage quand même très très sec et notamment même au tout début qui joue un peu très équilibriste entre le côté un peu dramatique des situations montrées et une fausse légèreté en fait, et notamment au tout début l'espèce de montage avec les exécutions qui est quand même monté même sur une musique dramatique et mais qui réussit à donner un rythme finalement à la scène, un rythme qu'on ne devrait pas avoir en fait sur des scènes aussi tragiques. T'as quand même une scène très très dynamique, on voit les gens se faire exécuter à la pelle et ça donne un côté un peu on reste sur une tonalité toujours un peu satirique, comique, malgré ce qu'on voit à l'écran et malgré la violence de ce qu'on se prend dans la tronche, quoi. Et je trouve que du coup c'était là pour le coup ça sauve un peu une mise en scène un peu impersonnelle. Mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir du théâtre filmé. J'ai pas l'impression que tu peux avoir devant, je sais pas, les films, comment il s'appelle, le réalisateur du dernier SOS Fantôme, où à un moment, il pose la caméra, il laisse ses acteurs ou ses actrices pendant... Ouais, voilà, Paul Feig, ce mec-là, voilà, lui, c'est vraiment même plus du théâtre filmé, quoi. C'est vraiment, il a posé sa caméra. On va voir les acteurs qui vont faire de l'impro, qui savent pas quoi foutre pendant 3 plombes, sans aucune direction, puis allez, cut, ça y est, c'est bon, on va laisser peser. Et voilà. Non, là, j'ai pas eu cette impression-là. Dire quelque chose de pas bien, quoi, mais bon. Ouais. Non, mais après, cela dit, le style de Yanucci, ça serait justement de base à l'inverse total donc d'un Paul Feig, puisque The Thick of It,
ça imite plus ou moins un côté un peu faux documentaire, et ça pourrait se reprocher, je sais pas, dans The Office version UK, donc avec caméra à l'épaule, regard caméra, sauf que dans The Thick of It, il n'y a pas les regard caméra, mais il y a quand même une caméra vraiment qui est un peu la bougeotte tout le temps. Donc ça fait, mais tu sens quand même cette espèce de bon bah de toute façon le caméraman essaie de suivre les comédiens qui improvisent, quitte à ce que voilà l'image tremble ou soit pas toujours tout l'idéal pour mettre en valeur les comédiens. Ça c'est un peu sa limite, je pense. Enfin c'est pas globalement un grand metteur en scène, c'est un très bon directeur d'acteur. Ça y a ça c'est assez impressionnant. Mais voilà, je pense qu'effectivement c'est ce qui l'intéresse, c'est ce qui l'intéresse principalement, la direction d'acteur. Après, bon, bah, tu vois le résultat entre ce qu'il fait lui en tant que directeur d'acteur et ce que font certains autres réalisateurs qui se prétendent être avant tout des directeurs d'acteurs. On peut voir même d'autres adaptations de BD françaises et voir ce que Pef a fait avec son Gaston. On l'a pas vu, personne d'ici l'a vu. Personne l'a vu. Ça se trouve, c'est bien. Et on ne le sait pas. Vous vous rendez compte? Non, mais par contre, ce que j'ai pas vu et ce que pour le coup, ça aurait été intéressant de comparer, c'était par rapport à Quai d'Orsay. Puisque, donc Quai d'Orsay, qui est une BD française qui relate, en fait, j'imagine plus ou moins fidèlement, le quotidien d'un aide de Dominique de Villepin lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères et notamment lorsque la France sous Chirac s'était opposée à l'invasion de l'Irak. Il est nommé en fait dans la BD ou c'est non, mais c'est transparent quoi. D'accord, mais ça se voit quoi. Il y a plein de caractéristiques. C'est très français aussi de pas nommer les. Enfin, je sais pas. Il y avait le film avec Dupontel qui s'appelait Le Président où on savait pas du tout à quoi ça renvoyait. Alors que là c'était d'autant plus bizarre que en fait bon déjà physiquement c'était de Villepin. Puis bon après je veux dire quand il te fait le discours à l'ONU sur la France qui est un vieux pays d'un vieux continent, que c'est texto le discours de Villepin, bon bah tu te sais mais pourquoi tu l'as pas appelé Villepin quoi. Alors je pense que c'est aussi pour se ménager une certaine marge de manœuvre et pour pas en fait prétendre te dire que c'était complètement biographique, enfin autobiographique, et que c'était complètement la vérité de ce qui est vrai de ce qui s'était passé, d'avoir cette marge de manœuvre de fictionnel. Ça en France, c'était La Conquête. Bon, au final, c'était tout pourri, mais oui, mais c'est pareil, c'était Sarkozy, mais qui était pas spécialement nommé non plus, tu vois. Enfin. Ah non, si, là, c'était clairement. Clairement, ils avaient pris le coq pour faire Chirac. Voilà. Putain. Voilà. Oh non. Mais donc, du coup, Quai d'Orsay, le film, personne ne l'a vu? Non. Ok. Il paraît que c'était assez pépère, quoi. Ouais, ça avait pas l'air non plus particulièrement mordant, quoi. Déjà, bon, bah tu prends Thierry Lhermitte. Déjà, tu prends Thierry Lhermitte dans un film, c'est que ça va pas être mordant. Oui. Je crois que le dernier film français que j'ai vu, qui était à peu près politique, et ça devait être Une affaire d'État, en fait, qui était pas mal du tout, d'ailleurs. Mais après, c'est vrai que le reste, ça fait pas du tout envie. Le Redoutable, c'est un peu politique. Ah oui, Le Redoutable, oui, si on veut. Le cinéma étant politique, évidemment. Voilà. Hein. Ouais. Est-ce qu'on continue à parler ou est-ce qu'on va se dire que... Je sais pas, enfin moi je voulais juste dire un truc, c'est... certaines situations du film en vrai, et je pense que ça vient surtout de la BD, mais le film doit pas mal s'en inspirer aussi. Un film russe du coup d'Alexei German, qui s'appelle Kroustaliov, ma voiture. Okay. Qui date de 98, et Kroustaliov, ma voiture, justement, c'est dans la BD, mais pas dans le film, pas dans La mort de Staline, du coup, qui est la première réplique de Beria quand Staline est mort, quoi. Donc la première phrase qui est prononcée de l'ère post-Staline. Et justement, Kroustaliov, c'est le chauffeur de Beria qui est nommé dans le film, et je pense, si je me souviens bien aussi, j'ai l'impression qu'il y a des plans du film qui font référence au film de German, et dont l'histoire c'est genre un médecin qui a été arrêté, envoyé au goulag et sauvé au dernier moment parce qu'il doit essayer de soigner Staline, quoi. Enfin, c'est assez spé comme film, mais bon, faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Et puis c'est un peu long, mais voilà, pour voir dans un autre genre sur un même sujet,
Ok. Mais oui, il y a ce genre de scène aussi. J'imagine que ça n'a pas l'air d'être une comédie, Staline of ma voiture. Mais il y a cette espèce de scène dans la mort de Staline où t'as toute une rangée de prisonniers qui sont en train de se faire exécuter les uns après les autres, et un prisonnier va se faire exécuter. Là, t'as le commandant du camp qui arrive et qui fait hop, on arrête les exécutions, et donc le garde qui était en train de flinguer les prisonniers qui s'éloigne en fait, et les survivants qui se regardent en mode Putain, mais qu'est-ce que ouais. C'est vraiment cynique ce on moment. meurt pas là. Ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire après, c'est assez horrible, ouais, en effet. Bien. Bon, bah je pense qu'on On a... terminerait pas sur une dernière petite blague. Oh putain. Allez. Que ça, on a le fil rouge. Alors, après la mort de Staline, son entourage trouve son testament et ouvre 3 enveloppes. Dans la première, c'est écrit « Enterrez-moi dans le mausolée de Lénine ». Ses héritiers l'enterrent. Sur la deuxième enveloppe, il est marqué « Ouvrir quand ça va mal ». Il ouvre et c'est indiqué « Mettez-moi tout sur le dos ». Alors, ils mettent tout sur le dos. Sur la troisième, il est indiqué « Ouvrir quand ça ira très très mal ». Ils l'ouvrent au moment de l'insurrection hongroise et disent « Faites comme moi ». Ouais, cette blague, elle est dans la BD en plus. Ah, bon, bah, à mon avis, il a dû avoir le même bouquin que moi. Mais c'est quoi ton bouquin là qu'on... C'est Prolétaires de tous les pays, excusez-moi. C'est un livre d'histoire dans lequel il y a des blagues parce que ça illustre l'humour dans les pays du bloc de l'Est. C'est bien la preuve qu'on se marrait pas beaucoup. Bah justement, ça explique que se marrer, c'est un des seuls trucs qu'ils avaient, les mecs. Ok. C'est pas très exigeant. Bien. Désolé. Mais imagine les mêmes blagues quand, si tu la racontes, tu peux mourir et t'as bu un demi-litre de vodka. Voilà. D'accord. Bon, je sais pas, on le saura dans 5-6 ans peut-être, non? Quand les... Voilà. Bien. Je sais pas, quitte à copier nos ciné, on peut faire des recommandations. Après tout. Donc tu disais Aurélien, ouais. Ouais. Pour revenir sur du français qui parle de politique, ce qui n'est pas un film de fiction, mais qui est un excellent documentaire, il y a Le Président, le documentaire sur Georges Frêche, enfin Feu Georges Frêche, donc figure imposante de la... Chez toi. Voilà, du Languedoc-Roussillon, qui est assez hallucinant en termes de voir en fait toute la malice et et le manque de vergogne absolue d'une espèce de potentat local du sud de la France, et de voir comment un politique peut raconter absolument n'importe quoi avec le plus grand cynisme. Il y a avec une scène magnifique où on le voit en meeting face, je crois, la genre association des anciens pieds noirs, ou en tout cas des gens qui étaient revenus d'Algérie, et puis il raconte que il allait à l'école à pied avec ses chaussures autour du cou pour pas abîmer la semelle tant qu'il marchait sur le goudron, et qu'il les mettait uniquement sur les chemins de terre pour économiser ses chaussures, parce que son père avait économisé pour lui acheter ses chaussures. Et puis genre là, ça coupe, et puis la scène suivante, il est interviewé par des journalistes qui lui disent mais c'est où cette histoire de père et de chaussures, etc. Il fait mais non, ça c'est des conneries, mon père il était avocat. D'accord. Ouais, pas mal, ouais. Voilà. Lucas, t'as un truc ton livre de blagues peut-être? Ouais, non, il est intéressant, mais bon, c'est pas. Je vais parler d'un film. J'ai vu il y a pas longtemps Elle de Verhoeven. Ah oui. Alors pour le coup, c'est français, mais c'est un peu le Starship Trooper du cinéma français. Oui. Dans le sens où il y a tous les éléments du cinéma français. C'est une nana qui travaille dans le milieu culturel, qui est très aisée, banlieue parisienne, etc. Avec ses histoires de cul. Mais c'est filmé par Verhoeven. C'est pas que filmé par Verhoeven, c'est aussi raconté par Verhoeven. Bah, ça va de plus en plus loin dans ce qu'elle est en fait. Parce que ça commence sur un viol. Voilà, j'ai oublié de préciser. C'est première. Je crois que tout le monde le sait, de toute façon. Elle se fait. Voilà, Isabelle Huppert qui est monstrueuse, c'est une actrice complètement folle. Monstrueuse en tant qu'actrice, hein, évidemment, pas physiquement. Oui, bien sûr. Okay. Non, et d'ailleurs. Bref. Et donc, ça commence sur un viol. Donc, c'est comment est-ce qu'elle réagit à ça. Mais. Le film, en fait, te met jamais de position morale évidente, en fait. Ça te balance dans des trucs complètement. Hein. C'est ça va de plus en plus loin dans ce que cette nana est avec père qui est un serial killer. Enfin, il y a vraiment une progression
dans une espèce de psyché qui est parfaitement cohérente, mais qui est jamais expliquée frontalement. C'est toujours ces actes qui vont te montrer ce qu'elle est. Tu vois, et c'est avec des personnages ultra caricaturaux à la française. Deux plans sur autre chose que Isabelle Huppert, tu vois. Et pour le coup, ouais, c'est ça. Ça pourrait être du cinéma français, mais comme c'est Verhoeven, c'est 100 fois plus radical. Et c'est quand même très bien filmé, malgré la photo un peu moche. Mais oui. C'est quand même très bien filmé, quoi. Et pas si mal joué par moment. C'est quand même très mal joué la plupart du temps. Hein. Mais Virginie Fira est plutôt prometteuse. Je sais pas, j'ai trouvé ça très bien joué comme film. Ouais, pas tout le temps. T'as pas que des mauvais acteurs, hein. T'as genre Charles Berling, par exemple. Charles Berling, oui. Bah, et puis même, comment il s'appelle Laffitte, il est très bon. Hein. Il était aussi très bon dans le Dupontel, mais franchement... Au revoir là-haut, oui. Au revoir là-haut, ouais. Acteur, Laffitte, hein. Ouais, je pense que c'est vraiment un très bon acteur. De la comédie française. Laurent Laffitte de la comédie française. Voilà. Bien. Donc, c'est sympa de voir ce que ça peut être un film français tourné par un mec qui fait du cinéma, en fait. Avec le dos de la cuillère, quoi. Voilà. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à... Pour rester dans le sujet, je recommandais les BD de Nury, principalement L'or et le sang. Du coup, c'est l'histoire d'un noble français fin de race qui s'allie avec un Corse de basse extraction qu'il a rencontré dans les tranchées. Ça se passe juste après la Première Guerre mondiale et ensemble, ils décident d'aller faire du trafic d'armes en Afrique du Nord. Et il leur arrive toutes sortes d'aventures où pour le coup, c'est un vrai aventure de bonhomme et ça me conforte dans l'idée que vraiment un excellent scénariste. Ce que j'avais lu de lui, c'était Comment faire fortune en juin 40 c'est lui qui a fait ça. Qui est aussi très cool. Ouais, c'est une adaptation de Signac, du coup, si je dis pas de bêtises. Et ça c'était frustrant parce que c'était plus court, mais c'était quand même très chouette aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai que d'accord. c'est sympa. Bah, moi, je sais pas. Une affaire d'État, pour le coup, d'Éric Valette. C'est celui avec le crocodile. Avec le crocodile, là. Non. Non, c'est l'exercice de l'État, ça. Ah, voilà. Ah non, ça c'est autre chose. Mais je l'ai pas vu celui-ci. Il paraît qu'il était pas si mal non plus. Moi j'avais bien aimé l'exercice de l'État, ouais. Ah ouais, mais je trouvais ça mortel. Hein. Ouais, non, c'était beaucoup plus froid et beaucoup plus, pour le coup, technique sur... ça arrivait à jongler sur le côté de ne pas glamouriser la politique, tout en jamais tombant vraiment dans l'humour. Il y en a quelques petites notes, mais ouais, c'est pour le coup très sérieux comme film. Ah, mais une affaire d'État, c'est celui où il y a eu un remake. Il y a eu un remake ? Je crois bien, oui. C'est l'affaire, enfin c'est la France-Afrique quoi. C'est. Alors attends, j'ai le synopsis, Wikipédia, tant qu'à faire. Affaire d'État. Voilà. 2008. Oui. Nora Chaline, une jeune policière énervée, enquête sur l'assassinat d'une fille dans une rue de Pigalle. Au même moment, un avion bourré d'armes et de munitions explose au-dessus du golfe de Guinée. La jeune policière ne se doute pas alors un seul instant que les deux affaires sont liées et impliquent les deux personnes haut placées, et notamment Victor Bornand, le monsieur Afrique officiel du gouvernement, chargé des dossiers concernant les relations entre la France et divers pays d'Afrique. Donc il y avait du Solier dedans qui était pas mal. Il y avait Thierry Frémont qui jouait un assassin aussi. Enfin, j'en garde un bon souvenir. Déjà un film qui essayait de faire un minimum de mise en scène finalement avec son sujet, parce que c'était pas mal. T'avais des scènes qui se passaient à la Défense, qui avaient un peu de gueule, quoi. Donc c'est Éric Valette et forcément il a pas fait grand chose d'autre derrière en France, je crois. Il est parti tourner des films aux États-Unis. Il a fait Le Serpent aux 1000 coupures l'an dernier. Ah oui, c'était en France ça. Tout à fait, ouais. D'accord, ok. Ah oui, il a fait Hybride et La Proie juste après, c'était 2010-2011 et c'était... Donc voilà, comme quoi finalement, oui, faire du cinéma politique en France, c'est peut-être pas si évident que ça, quoi. Mais que pourtant on en parle beaucoup. Regardez la carrière de Pierre Scholler qui avait réalisé l'exercice de l'État. De l'État pour le coup. Voilà. Et donc je découvre que il a un film qui sort en 2018 qui s'appelle Un peuple et son roi, donc il y a une fresque historique sur la Révolution française, avec Gaspard Ulliel qui visiblement joue quelqu'un du peuple. Mais donc ce qui est intéressant, c'est de voir le casting des figures célèbres. Donc il y a Denis Lavant en Jean-Paul Marat, ok, très bien. Laurent Lafitte en Louis XVI, ok, pourquoi pas. Et donc pour jouer Maximilien de Robespierre, on aura donc apparemment Louis Garrel. Oh bordel. Ah c'est bon ça. Je découvre là, je suis un peu stupéfait. Et Louis Garrel est excellent en Godard, hein, dans le Redoutable. Ah oui.
Mais, j'avoue mais que ça reste un rôle pareil très Pas ambigu. le choix qui m'aurait. pour jouer le mec quand même qui s'impose pendant la terreur. Bien, bon bah écoutez, voilà, je pense qu'on a. Bon, bah, merci Thomas. Merci à notre seul éditeur pour cette soirée live, Major Tom. Nous te remercions d'avoir été notre seul public. J'espère que vous serez un petit peu plus nombreux sur YouTube, voilà. Sur Mixcloud et sur iTunes, que je déteste profondément, mais le podcast sera disponible sur iTunes et tout simplement aussi en MP3. La mort de Staline tant qu'il est encore en salle. Et allez voir la mort de Allez Staline voir, c'est parce bien. que c'est rigolo et que c'est terrifiant à la fois et que c'est bien. Voilà, bien. Eh ben bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde, ouais. bisous.